Deuxième partie de notre émission avec des invités au pluriel. Cette fois, il y a toujours Antoine Akakpo avec nous, Akakpo, qui est un ancien tennisman de haut niveau, qui enseigne également le tennis et qui suit de près Roland-Garros, tous les tournois, les grands tournois internationaux. Nous avons une autre invitée et là nous en sommes fiers ce soir de recevoir le gardien du TP Mazembe et de la sélection de la Côte d'Ivoire, c'est Sylvain Bowo. Sylvain, ça s'appelle ainsi, Bowo, ça se prononce ainsi? Oui, Bowo. Bowo, on ne prononce pas le G, mais il y a un petit G devant. Oui. Voilà. Et puis notre éditorialiste, Noureddine Sali, qui est toujours avec nous, ancien milieu de terrain, mais chez les amateurs, hein, il n'a pas été pro. Et pour ce qui concerne notre question, que pensez-vous de l'intervention des politiques dans les affaires du football sur notre continent? Vous n'hésitez pas, nos réseaux sociaux, mais aussi africa24tv.com. La politique doit-elle être dissociée ou doit-elle se dissocier du sport? C'est le dossier de l'FC. Et avant donc de retrouver le plateau, voyons un sujet avec ce football africain qui a encore bien des défis à relever. La plupart des fédérations ont été placées sous tutelle par la Fédération internationale, donc c'est-à-dire la FIFA, et en cas lorsqu'il y a ingérence surtout des pouvoirs publics. Alors le sujet divise le plus souvent les acteurs du football. Et faut-il ou non arriver à cet extrême? Comment résoudre les problèmes de la discipline sur le continent? Les avis sont partagés justement. Et voyons ce sujet de Déo Gracias Podo, avant donc justement de discuter. Depuis quelques années, le football africain semble traverser une importante crise, et notamment dans la partie subsaharienne du continent. Entre conflits de leadership, mauvaise gestion des instances nationales ou encore manque de transparence dans la gestion des ressources financières, la discipline a du mal à prospérer, mettant un coup d'arrêt aux différents championnats. Que ce soit au Cameroun, en Égypte, au Togo, au Bénin et plus récemment en Guinée, la Fédération internationale de football association, FIFA, a mis en place un comité de normalisation. Ce dernier, conformément à l'article 8, alinéa 2 des statuts de l'instance, a généralement pour mission la révision des textes, l'organisation du championnat et la prise des dispositions devant conduire les différents acteurs du football à de nouvelles élections. L'initiative de mettre en place la commission de comité de normalisation vise pour la FIFA à essayer d'accompagner les associations nationales, à mettre en place un processus de normalisation, d'abord en installant des tests au standard de la FIFA, et puis d'initier, d'accompagner les acteurs de façon à ce qu'il y ait une administration plus performante des fédérations nationales. En mettant en place les comités de normalisation, la Fédération internationale de football association tente généralement de concilier les différents acteurs. Elle veille surtout au respect de l'autonomie de ses membres. Elle se fait le plus souvent menaçante auprès des acteurs politiques en sanctionnant en cas d'ingérence de leur part dans les affaires du football. Les associations ont l'obligation de s'acquitter de leurs tâches seules, de façon autonome et sans intervention extérieure du gouvernement ou de tierces parties, quelles qu'elles soient. Une réalité qui divise les acteurs sportifs. Est-ce que la FIFA est au-dessus de tous les États? Moi, je dis non. Ça ne s'est pas passé au Cameroun, ça ne s'est pas passé au Nigeria, ça ne s'est pas passé en Égypte, ça ne s'est pas passé en Algérie. Alors que ça fait bientôt 2 ans que la FIFA menace de sanctionner le football égyptien. Ça fait 2 ans que la FIFA menace de sanctionner le football nigérien. Mais ça n'a jamais été fait. Mais quand il s'agit du Bénin, on sanctionne. Quand il s'agit du Togo, on sanctionne. Quand il s'agit du Comore, on sanctionne. Quand il s'agit du Qatar, on sanctionne. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est en fonction du client, en parenthèse. Donc quand je parle du client, je parle de la situation nationale, que la FIFA agit. En Guinée, le comité de normalisation a pour mission de gérer les affaires courantes de la Fédération nationale de football, de réviser ses statuts et d'organiser des élections d'ici fin février 2017. Depuis plusieurs mois, le football guinéen souffre de tensions intestines qui ont entraîné l'arrêt total de toutes les compétitions. C'est également le cas au Bénin ou encore au Togo. Voilà donc pour ce sujet. Avant justement de discuter autour, nous allons voir les résultats de la Coupe CAF avec le match retour du 8e tour et le TP Mazembe qui a failli rater une belle occasion. Alors justement Sylvain, comment ça s'est passé contre les Stades Gabésiens? Ça a été dur? Ouais, un tout petit peu dur, on peut dire. On avait en face de nous une bonne équipe de Gabès. Voilà, mais bien avant le match, il y a plein de facteurs qui étaient contre nos défaveurs. Ben, on a essayé de jouer grandement nos chances et qu'on avait à cœur de se qualifier aussi. Est-ce qu'on a réussi à faire?
Vous pensez aller jusqu'au bout, remporter comme l'année dernière la finale, c'est-à-dire vous étiez en Ligue des Champions, mais là c'est la CAF, vous pensez aller jusqu'au bout? Oui, bien sûr. On a l'objectif de remporter cette compétition-là, voilà, comme toute compétition. Voilà, on a un effectif qui est bien ensemble. On essaie de jouer ensemble, on essaie de défendre ensemble. Et on a cœur de pouvoir remporter cette compétition-là aussi. Et ça tombe bien parce que votre entraîneur, il est là encore et on va le garder. Rappelez-nous, c'est un Français. Hein? C'est un Belge. Oui, c'est un Belge. C'est un Belge, Hubert Velud. Oui, Hubert Velud. Ouais. Hubert Velud, il est français, je crois. Bon, peut-être il est belge, mais Hubert, normalement, il était sur SG éjectable. Il a été gardé quand même. Non, je ne pense pas qu'il est sur un siège d'étape, puisque là, il a atteint son objectif, qui était de qualifier le club en une compétition africaine. Bon, pour l'instant, il est encore là. On attend ce qui va arriver. D'accord. Il a entraîné le Togo aussi, justement. Et puis, souvenez-vous. Il a gagné 2-3 trophées avec les Sétif. Oui. Alors, Monsieur Akabou, les histoires comment dirais-je, d'intervention des politiques au sein de la fédération, c'est surtout le football qui est touché sur notre continent. Que pensez-vous? Bon, on peut pas exclure la politique complètement du sport, parce que c'est le gouvernement qui gère la jeunesse et sport dans un pays. Bon, maintenant, les sections de football, de volley, de basket doivent se gérer pour essayer d'apporter quelque chose au pays qui soit vraiment du milieu. C'est-à-dire que quand on nomme quelqu'un pour aller gérer une activité qui n'est pas de son domaine, je ne vois pas comment il peut gérer ça. On peut contrôler, mais on ne doit pas prendre la gestion en main. Noureddine, comment vous voyez toute cette ingérence, justement, de la part des politiques dans les affaires du football? On dit souvent, comme ce sont les politiques qui financent, ils ont aussi leur mot à dire. Vous savez, virtuellement, on va dire, le sport et la politique, et notamment le football et la politique, font pas ménage ensemble. Et on sait très bien que les yeux de la FIFA guettent en quelque sorte l'ingérence des politiciens. Mais le politicien, par exemple, le président d'un pays, c'est le premier supporter de l'équipe nationale. Mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Quand on parle actuellement de la gestion du football, et notamment dans notre continent, on voit très bien qu'il y a 7 ou 8 ou 9 fédérations qui manquent à l'appel. Donc c'est un embarras en quelque sorte. Et la Fédération internationale de football revient toujours à cet article 8. Moi je l'appelle le 49.3 en quelque sorte du sport pour passer en force pour chercher parce qu'ils sont dans l'embarras. La normalisation, ce comité, on l'a bien vu au Cameroun. On vient très très bien le football camerounais. Joseph n'arrête pas à chaque week-end de nous rappeler comme quoi il y a un vrai problème de gestion. Donc si on ne prend pas vraiment nos problèmes et notre gestion de notre football avec une vraie vision, avec un vrai amour de notre pays, pourquoi on attend toujours la FIFA pour essayer de remettre de l'ordre dans notre pot de vin? Oui, il y a des règles quand même aussi à respecter, et puis nos fédérations connaissent bien aussi les règles de la FIFA. Donc vous avez un petit mot à dire, Sylvain, à ce sujet? Ce sujet-là, comme vient de le dire Noureddine, le football avec la politique ne font pas bon ménage, en fait. Donc, sur ce cas-là, je pense qu'à nous, Africains, de prendre nos décisions nous-mêmes, un peu, voilà, sont sortis, quoi. Alors, plusieurs pays ont été sanctionnés ces dernières années. Nous allons voir sur ces images, avec notamment le Cameroun, le Togo, bien entendu, il y a le Bénin, l'Égypte aussi, car vous savez qu'il y avait des problèmes avec Noureddine, on l'a évoqué à plusieurs reprises, et puis le Sénégal aussi, après un fameux match contre la Côte d'Ivoire, je crois que c'était pour la Coupe du Monde, il y avait des incidents très très graves au stade Léopold Sédar Senghor. Alors, nous allons maintenant rejoindre Joseph-Antoine Bell. Joseph qui va nous dire ce qu'il pense justement de cette ingérence dans les affaires du football par les politiques. Joseph. Le problème n'est pas que ce soit surtout le continent africain qui soit touché. Il faut regarder l'histoire et il faut savoir ce qui se passe en réalité. C'est qu'un jour, véritablement, du jour au lendemain, la FIFA a décidé qu'il fallait que les fédérations africaines soient démocratiques. Je sais que ça ne choque pas, vu de France ou d'ailleurs, mais quand on ouvre les yeux et qu'on se rappelle de la réalité africaine est que la démocratie est totalement balbutiante en Afrique. Et depuis qu'on
qu'on l'a décrété en 1990. Or, la démocratie n'est pas un décret. La démocratie est l'évolution d'un peuple et l'évolution donc d'une manière de penser. Or, malheureusement, si dans la vie de tous les jours, dans la vie socio-politique, cette manière de penser n'est pas établie, on ne peut pas décréter quelle soit la règle en matière de football ou en matière de sport en général. Et donc, fatalement, le sport n'a pas ses hommes à part, le sport n'est pas en dehors de la société. Ce sont les hommes de la société ordinaire qui viennent au sport et ils y viennent avec leur tard, malheureusement, et avec quelques qualités quand ils en ont. Nous arrivons maintenant dans le dossier à notre prestigieux invité, M. Sylvain Bowo, gardien du TP Mazembe de la sélection de la Côte d'Ivoire. Sylvain, vous avez en fait parlé de TP Mazembe, ça va, donc le prochain tour de la CAF, vous y serez. Mais au niveau du championnat, comment ça se passe? Au niveau du championnat, actuellement, on est... Parce que vous êtes 5e, hein? Vous avez beaucoup de matchs en retard. Oui, oui. On est sur la phase des playoffs. Et là, je pense qu'on a un match mercredi et on a un début contre le Vita Club dimanche. Voilà, on a plein de matchs en retard et on va essayer de hausser le niveau pour arriver un peu, occuper la place qu'on doit occuper en fait. C'est le choc contre Vita Club, ça oui, sera le... Oui. Oui. Alors, quelques images vous concernant. C'était contre le Cameroun. Le Cameroun, c'est vraiment votre rival de la Côte d'Ivoire? Non, pas forcément. Comme on l'a dit, dans toutes les équipes en Afrique se valent maintenant, puisqu'il n'y a pas de petites équipes, pas forcément le Cameroun. On va voir des extraits d'ailleurs, c'était en Guinée, pour la CAN 2015, où vous avez fait des actions extraordinaires. Vous vous souvenez de ça? Oui, bien sûr. C'était d'abord ma première compétition internationale avec la sélection. Voilà, j'ai encore de beaux souvenirs avec cette compétition-là jusqu'à présent, donc ça va. Qu'est-ce que ça vous fait d'être l'héritier d'un certain Robert Kidiaba qui a quand même marqué l'histoire de ce pays-là? Je veux dire, le fardeau, il est quand même lourd. Oui, il est quand même lourd, mais voilà, avec j'ai son apport, j'ai son soutien. Voilà, il m'apporte plus dans ma carrière encore, il m'apporte encore plus dans tout ce que je fais. Il essaie de me conseiller tout le temps quand on s'entraîne. Voilà, et c'est grâce à lui que je m'intègre facilement en fait. Oui, alors, et vous avez remplacé directement Kopa Barry dans les buts de la sélection de la Côte d'Ivoire? Oui. Ouais. Et donc l'entraîneur actuel vous fait confiance? Oui, oui. Actuellement, l'entraîneur actuel me fait confiance. À chaque moment, on essaie de s'appeler pour discuter de certaines choses et voir des fois aussi mon état de santé, mon état de niveau de jeu, du niveau physique aussi, donc ça va. Oui, alors nous allons voir maintenant vos qualités décisives, parce que des images que nous avons vues tout à l'heure là, mais que nous allons revoir, ce sont des arrêts décisifs que vous avez effectués. Nous allons voir. Vous reconnaissez quand même que vous êtes un grand gardien, l'un des meilleurs en Afrique? Pas l'un des meilleurs, mais j'essaie de faire mon bout de chemin en fait. Voilà, j'essaie de faire mon bout de chemin, vu que déjà j'ai comme exemple Antoine Bell. Voilà, donc j'essaie de faire mon bout de chemin et puis voilà, j'espère que Dieu me fait la grâce. Oui, jouer avec Yaya Touré, jouer avec Serge Aurier, qu'est-ce que ça vous fait? Yaya d'abord c'est un grand frère, et Aurier c'est un ami, on essaie de mieux se parler. Bon, c'est un plaisir de jouer avec des joueurs qui sont IP, comme on peut le dire, qui sont des bons joueurs. Surtout Yaya et Aurier qui est l'un des meilleurs à son poste, donc c'est un plaisir. Oui, alors, nous allons enchaîner avec un match. Vous vous souvenez de ce match contre l'Algérie à la CAN? Nous allons voir les images. Vous vous souvenez de cette rencontre où vous avez été aussi extraordinaire, même si vous avez encaissé un but? Nous allons voir les images. C'était à la CAN. Vous regardez votre arrêt? Ouais. Racontez-nous, avec ce but que vous allez encaisser, cette frappe était redoutable. Hein. Vous n'avez rien pu faire. Hein. Non, là, j'ai eu, je peux dire, un mauvais placement de ma part. J'ai vite anticipé sur un ballon. Voilà. Au retour, le joueur algérien a bien joué le coup là, en fait. Mais c'est un des grands matchs de cette CAN-là. Est-ce que vous allez rester au TP Mazembe ou est-ce que votre avenir, c'est en Europe? Je sais que Steve Mandanda quitte Marseille. Vous avez
reçu quelques yeux d'eau de la part de Marseille, l'Olympique de Marseille ou pas? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, ça va être un honneur de pouvoir jouer avec le meilleur de Marseille, mais pour l'instant, je suis encore un joueur du TP Mazembe. Ouais, pour l'instant, tout ce qui concerne, je le confie à mon agent, voilà, qui s'occupe de ça, mais pour l'instant, je suis encore un joueur du TP Mazembe. Oui. Oui, alors merci en tout cas. Prochain match, 4, 5 ou 6 juin, en tout cas, vous allez rencontrer le Gabon. Vous allez au Gabon? Non, je pense qu'on joue à Boaké. Vous jouez à Boaké, ouais. Pardon. J'avais vu Gabon, Côte d'Ivoire, Gabon, Côte d'Ivoire, mais bon, c'est peut-être une erreur. Et Côte d'Ivoire, ensuite Sierra Leone. Ouais. C'est ça. C'est fini, la deuxième partie de l'émission, malheureusement. Je ne pourrais même pas vous faire intervenir, nous dire un petit mot à propos de Sylvain. Le temps nous est imparti. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie. Nous allons recevoir aussi Stéphane Saint-Rémy et puis nous aurons quelques mots encore de nos éditorialistes et notre invité. Nous mettrons un terme à cette émission. À tout à l'heure, restez avec nous. On a encore des choses à vous dire. À tout de suite.